Bonjour. Bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir pour la présentation du parcours de financement de la prestation principale pour les couloirs imagerie et médecine de ville. Les quelques règles régulières en termes de webinaire sont les suivantes, hein. Évidemment, les micros et les caméras sont coupés. Posez vos questions via le chat. Nous surveillons le fil des questions et nous nous assurerons donc au fil du webinaire, on vous apportera les réponses. Vous disposerez du replay et du support, notamment à travers l'espace authentifié de vos entreprises, et on vous rappellera à nouveau l'existence de cet espace à la fin du webinaire. Nous sommes donc sur la prestation principale et on vous présentera les composantes de cette prestation. Nous ne traiterons donc pas de la prestation secondaire, hein. Ça sera abordé ultérieurement dans un autre webinaire. Les documents de référence, hein, sont ceux que vous connaissez déjà bien, les DSR, REM, et pour le financement, l'appel à financement. Donc là, vous aurez un certain nombre d'informations qui en fait vont zoomer notamment sur des spécificités médecine de ville ou imagerie, mais pour une référence réglementaire, vraiment aller sur les appels à financement de vos couloirs et de vos dispositifs. On s'adresse donc aux entreprises numériques en santé fournisseurs, c'est-à-dire les éditeurs et les distributeurs dûment déclarés, pour une solution logicielle éligible au Ségur Vague 2. Donc, nous aurons une présentation des éléments de prestation principale, de certains aspects des appels à financement des dispositifs adressés, et on va vous présenter nos collègues de l'ASP, donc de l'Agence de services des paiements, sont avec nous, et donc vous présenter l'aspect opérationnel depuis l'enrôlement jusqu'au paiement du solde. Rapidement, donc nos rôles respectifs entre l'ANS et l'ASP. Donc l'ANS est en charge de l'ensemble du cadrage du programme Ségur, notamment le programme Ségur Vague 2, et l'ASP gère l'ensemble des démarches opérationnelles de financement depuis l'enrôlement, les demandes de financement, avances et soldes, la vérification de conformité des pièces que vous fournirez avec les JSON notamment, et le paiement associé d'avance et de solde. Nous travaillons donc main dans la main, l'ASP et l'ANS. Nous avons un suivi très régulier de l'avancement de vos projets, de vos déploiements, et nous sommes évidemment à votre disposition pour vous apporter du support et de l'accompagnement tout au long du programme. Alors, les experts et responsables sont rapidement présentés ici. Donc, pour l'imagerie, nous avons Nathalie Bonnière et Jean-Marc Chevalier qui sont avec nous. Pour la médecine de ville, Magali Robert, donc qui sont les responsables des couloirs imagerie côté Nathalie et Jean-Marc, et médecine de ville côté Magali. Pour l'ASP, nous avons Katia, Céline et Hugo. Et moi-même, je suis en charge de l'accompagnement de vos entreprises tout au long du programme Ségur Vague 2 et du support. Donc, on va commencer par le dispositif SONS et le rappel des composantes de la prestation principale. Donc, voilà, donc ces composantes, vous les connaissez déjà, j'imagine, pour ceux en tous les cas qui ont fait la vague 1. Évidemment, ça commence par les droits d'utilisation, l'installation et la configuration, la mise en œuvre des flux, c'est un point quand même assez opérationnel, la maintenance corrective et adaptative dès lors qu'il y aurait des évolutions réglementaires, les prestations de formation, très important, la livraison de l'ensemble des documents, bien sûr, le suivi de projet, et n'oublions pas l'accompagnement au déploiement des certificats des structures.
Voilà, ça c'est un sujet, on sait que c'est un sujet opérationnel à ne pas oublier. Pour la Dreambox, vu que c'est un nouveau composant de l'ensemble du système d'information de santé, il y a une prestation de nouvelle acquisition, puisque vous savez, le Ségur initialement s'adressait à des montées de version. Là, évidemment, pour la Dreambox, il y a une nouvelle acquisition dans la prestation principale. On va maintenant regarder rapidement les différents niveaux d'éligibilité pour accéder au financement. Donc, ça commence par l'éligibilité de la solution logicielle. Donc là, en fait, vous savez que vous avez déposé vos dossiers administratifs et que la première étape du parcours de référencement, c'est d'être éligible. Dès que vous avez cette éligibilité, vous pouvez vous pouvez vous adresser à l'ASP pour avoir un enrôlement qu'on appelle enrôlement anticipé. Et ça, c'est une étape importante. L'ASP vous présentera ça pour vous familiariser avec les processus opérationnels. Ensuite, il y a évidemment l'éligibilité du fournisseur. Et là, le point clé de la vague 2, c'est que le fournisseur, qu'il soit initialement éditeur du logiciel utilisateur proxy associé, ou qu'il soit juste un distributeur, devra disposer, c'est le terme utilisé dans la F, hein, du statut opérateur de service utilisateur. Voilà. Donc, il y a un numéro d'habilitation opérateur service utilisateur et donc ce numéro est transmis à l'ASP dès lors que il a été attribué à un opérateur au cours de son parcours Pro Santé Connect. Donc ça, c'est vraiment un élément du parcours Pro Santé Connect. Voilà. Donc il faut en disposer, hein, c'est vraiment important. Éligibilité du client. Donc côté imagerie, il faut que le client ait une activité en 2023. Voilà, donc ça c'est l'un des aspects particuliers de la vague 2. Et pour médecine de ville, il faut que les clients soient des médecins avec des numéros RPPS obtenus, quoi. Voilà. Alors oui, j'allais oublier la dernière phrase du slide, bien entendu. D'un enrôlement anticipé, on passe à un enrôlement définitif dès lors que votre solution logicielle est référencée Ségur, évidemment, et que vous disposez du statut opérateur de service utilisateur. Un petit zoom donc où on rappelle à nouveau le statut opérateur de service utilisateur en gros, parce que c'est vraiment la spécificité de la vague 2 hein, dans le cadre de l'espace de confiance Pro Santé Connect, et les deux profils typiques, hein, l'éditeur de la solution logicielle ou bien le distributeur qui doit être dûment déclaré euh, dans le dossier administratif qui a été déposé à l'ANS et qui doit donc disposer du mandat établi par ce dernier et qui spécifie qu'il dispose de l'habilitation opérateur de service utilisateur. Voilà, donc vous avez le lien vers la FAQ. Hein. Tout au long des slides, vous avez des liens auxquels on vous conseille de vous référencer pour aller vraiment voir les détails. Un petit zoom sur ce schéma, parfois ça aide à préciser les notions. Là, vous voyez la première couche éditeur, donc éditeur de logiciel utilisateur, éditeur de proxy e-santé. Donc ça, c'est la couche référencement Ségur. Et puis, vous voyez la couche opérateur avec à la fois l'opérateur de proxy e-santé et le fameux statut d'opérateur de service utilisateur. La flèche verte est là pour vous souligner que c'est ce statut qui donne accès au financement. Et voilà, c'est une autre façon de présenter les choses pour que ce soit très clair. Évidemment, on a rappelé par là aussi que l'homologation CNDA fait partie du parcours éditeur référencement. Hein. Je laisse la main à ma collègue Nathalie en charge du couloir imagerie. Merci Armand.
Bonjour à toutes et tous. Donc ici, je vais vous rappeler certains points de l'éligibilité des clients, hein, donc c'est chose que vous avez à savoir et que je pense vous savez déjà bien pour pouvoir passer une commande et demander un financement pour ce client-là. Donc le client sur le couloir Dreambox Iris, c'est une personne morale qui est identifiée par un sirène et ce sirène vous sera demandé à la fois sur le bon de commande et puis au moment de la demande de financement la prestation principale. Donc, ça peut être un établissement de santé, public, privé ou un cabinet libéral, quelle que soit sa forme juridique. Les règles d'unicité du financement, en fait, unicité du financement, ça veut dire on ne peut passer qu'une seule commande par client. Hein. On ne peut pas prétendre à 2 financements pour le même client, hein, c'est ça que ça veut dire. Elles sont les mêmes pour le RIS ou la Dreambox. Pour la Dreambox, il y a une petite subtilité en plus. Donc, les règles communes, c'est une seule commande par sirène. Pour le RIS, on peut imaginer des cas où il y ait un RIS pour la radiologie, un RIS pour la médecine nucléaire, dans le cas d'un établissement, par exemple. Dans ce cas-là, il y aura un maximum de 2 commandes pour ce même sirène. Pour la Dreambox, c'est une seule commande. Et puis les autres règles qui sont communes à ces deux, voire RIS et Dreambox, c'est un AM, c'est-à-dire l'identifiant d'un médecin libéral, le numéro d'assurance maladie, hein, qui est associé à un médecin libéral et à un lieu d'exercice. Ce médecin libéral ne peut être présent que dans une seule commande, et un finesse géographique de la même façon, donc qui représente un site d'un établissement hospitalier ne peut être présent que dans une seule commande, voire dans 2, pour la même raison pour le risque tout à l'heure, si jamais on a un risque pour la radio et un risque pour la médecine nucléaire. Et puis la règle particulière pour la Dreambox, c'est une seule commande Dreambox par fax. Voilà pour ce rappel de l'unicité du financement pour RIS et Dreambox. Et j'enchaîne sur un petit focus particulier, parce que vous êtes nombreux à avoir posé des questions là-dessus, sur le calcul des montants de financement. Vous savez que pour calculer les montants de financement, donc qui sont à inscrire dans le bon de commande et qui sont à inscrire également au moment de la demande d'avance pour la prestation principale, ces montants de financement, ils sont inscrits dans l'AF avec des plafonds. Et vous avez un service de calcul qui vous permet, en fonction de l'activité de 2023 du client, de tous les libéraux, de tous les établissements hospitaliers qui vont passer la commande, ce service de calcul vous permet de déduire, en fonction des numéros d'AM des libéraux, des numéros de finesse géographique des établissements de santé, de déduire le plafond de financement pour la prestation principale et pour la prestation secondaire. Donc ici, je rappelle juste quelques règles pour utiliser ce service de calcul et pour les numéros d'AM et finesse à inscrire dans les bons de commande. Donc pour l'activité libérale, le calcul du financement se fait à partir des numéros d'assurance maladie des médecins qui exercent dans la structure qui va acheter la mise à jour RIS ou la Dreambox. Et pour tout le reste, donc les établissements hospitaliers, les cliniques, ça se fait avec le finesse géographique. Voilà. Donc pour un cabinet de médecins libéraux, ce sera les numéros d'AM qui vous permettront de calculer la tranche de financement avec le service de calcul. Alors, on nous a aussi posé des questions par rapport à ce numéro d'AM. Est-ce que c'est celui de 2023? Est-ce que c'est celui... Donc, il s'agit bien de prendre en considération l'activité des médecins libéraux qui exerçaient dans la structure en 2023, même si le médecin est parti de la structure après. Donc, j'ai détaillé ici les 4 petits cas pour savoir quel numéro d'AM on fait figurer dans le bon de commande et on utilise pour le calcul du financement. Je vais les détailler si vous voulez ici. Donc, on a le cas nominal d'un médecin qui exerçait dans le cabinet en 2023, qui exerce toujours. Donc là, on ne se pose pas de questions, bien sûr. On prend ce numéro d'AM du médecin et on l'utilise dans le bon de commande et pour le calcul du financement. Notre cas, on a un nouveau médecin qui n'exerçait pas en 2023, qui n'avait aucune activité et qui a rejoint le cabinet après 2023
À ce moment-là, il n'y a pas de financement. Même s'il y a une activité aujourd'hui, au moment de la commande, pour ce médecin-là, vu qu'il n'exerçait pas en 2023 dans ce cabinet ni ailleurs, il n'y a pas de financement correspondant à cette activité. Troisième cas qu'on peut imaginer, un médecin qui exerçait dans une structure cabinet en 2023, en tout cas, il avait une activité dans la structure en 2023, et depuis, il a quitté la structure. Donc là, l'activité, c'est bien l'activité du médecin libéral en 2023 qui est utilisée et valorisée par la structure dans laquelle exerçait le médecin en 2023. Et enfin, dernier cas, cette fois, ce n'est pas le médecin qui a quitté le cabinet, mais il a rejoint un cabinet après 2023 et son activité en 2023 s'est reportée sur ce nouveau cabinet parce qu'il y a eu un rachat, parce qu'il y a eu changement de force juridique ou autre, et l'ancienne structure dans laquelle il exerçait en 2023 n'existe plus. Donc, dans ce cas-là particulier, l'AM, le numéro d'assurance maladie qui correspondait à l'activité du médecin en 2023, cette activité qui s'est reportée sur une nouvelle structure et dans l'ancienne structure qui n'existe plus, ce numéro d'AM de 2023 peut être utilisé par la nouvelle structure pour passer sa commande. Voilà, c'était un petit peu rapide. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelques messages dans la conversation. On peut peut-être les regarder. Non, il n'y en a pas. Bon, bah, n'hésitez pas, en tout cas, peut-être dans les questions-réponses. Questions-réponses. Non. Donc, je laisse la parole à Magali. Bonjour. Alors, sur l'éligibilité. Une question, pardon. Ah oui, vas-y. Excuse-moi, dans les questions-réponses, parce qu'il y avait le chat d'un côté et les questions-réponses de l'autre, excusez-moi. Dans le contexte national d'incertitude, oui, pourriez-vous partager des informations sur la garantie des financements de l'AVEC 2 du Ségur? Alors, les financements sont-ils garantis à 100% par l'enveloppe financière prévue au budget? Je pense que ce n'est pas du périmètre de ce webinaire. Jean-Marc a levé la main, je pense qu'on va lui laisser la parole. On va laisser Jean-Marc. Ouais, bonjour à tous et merci du coup pour la question. C'est aussi l'occasion de préciser que ces financements, ils sont bien entendu garantis. C'est donc des fonds européens qui sont fléchés, sanctuarisés, qui nous ont été versés, puisque les objectifs qui permettaient le versement des fonds ont été atteints. Donc maintenant, on a plutôt un enjeu de bonne exécution, ce qui est l'objet même de l'atelier, comme tu disais, Armand. Mais voilà, en tout cas, aucune crainte ni aucun questionnement sur les budgets qui ne sont pas du tout dans les sujets actuels en cours de discussion à l'Assemblée, qui étaient plutôt sur les lois de finances antérieures qui ont bien été votées, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, c'était l'occasion de le préciser, donc autant le faire tout de suite. Je vous rends la parole. On peut peut-être remettre la slide d'après. Ce que vient de dire Jean-Marc, d'ailleurs, est valable pour la partie médecine de ville. Alors, sur l'éligibilité des clients, on a deux blocs. On a les médecins libéraux de ville. Donc, ils sont éligibles s'ils ont un numéro RPPS et au moins une activité libérale. Donc, chaque semaine, l'ASP va récupérer cette liste que l'ANS va fournir et qu'elle extrait de l'annuaire santé. Là. Alors, l'autre partie, ce sont les structures d'exercice coordonnées, les maisons de santé pluriprofessionnelles qui ont au moins un médecin en activité libérale et les centres de santé avec, pareil, au moins un médecin, mais là, salarié. Donc, cette base-là, par contre, elle est plus figée, elle est fournie par l'assurance maladie. Elle sera mise à disposition sur le site de l'ANS et plutôt en fin d'année ou début 2026. Voilà. Les centres de santé, pour préciser, les centres de santé infirmiers et dentaires relèvent d'un autre couloir et donc ne sont évidemment pas dans cette liste. Et sur l'unicité du financement, je pense que vous le savez déjà, c'est comme la vague 1. Chaque client ne peut bénéficier que d'une seule commande dans son couloir, c'est-à-dire au titre du présent dispositif. Voilà, et bien il y a une diapo ensuite, on peut passer à la suite. Oui,
Alors, sur cette diapo-là, sur la médecine de ville et l'imagerie RIS, on a une prestation, enfin, on a deux types de prestations, la prestation Ségur vague 1 plus vague 2, la prestation vague 2. Donc, il est important ici de préciser, c'est l'objet de ce slide, que la prestation vague 1 plus vague 2 est, naturellement, hein, c'est assez logique, réservée aux clients qui n'ont pas bénéficié de la prestation vague 1. Donc, c'est-à-dire qui n'ont pas eu de financement pour le sens vague 1 sur ces couloirs-là, ou qui n'ont pas financé à leurs frais cette version Ségur vague 1, donc soit RIS, soit pour le couloir médecine de ville. Voilà, donc tout autre cas qui n'aurait pas déjà bénéficié. Donc, tout client qui n'aurait pas bénéficié d'une prestation vague 1 pourra prétendre à la prestation Ségur vague 1 plus vague 2, sinon c'est la prestation principale vague 2. Voilà, et une petite précision pour le RIS, pour savoir si le client a déjà bénéficié de cette vague 1. Eh bien, en fait, à partir du moment où dans la commande, il y a un numéro d'AM ou un numéro de finesse géographique, aurait déjà obtenu un financement au titre de la vague 1. Donc, on considère qu'il y a déjà eu un financement vague 1 et du coup, on sera sur une prestation vague 2 uniquement pour cette vague-là. Voilà pour ce slide. Là, Nathalie et Magali, vous précisez les dates clés des jalons de financement. Alors, je commence parce que c'est à gauche. Désolée, Magali. Alors, pour le couloir imagerie, donc Dreambox et RIS, nous avons les dates suivantes. Alors, jusqu'en 10 novembre 2026, midi, c'est de la date limite. Donc, vous avez jusqu'à cette date-là pour déposer les demandes d'avance pour le RIS et pour la Dreambox. Donc, auprès de l'ASP, et on verra tout à l'heure. La date suivante, c'est donc en juin, 6 mois après, pour la réalisation de la prestation principale pour le RIS. Vous avez 3 mois supplémentaires pour la réalisation de la prestation principale Dreambox, puisque je le rappelle, pour installer une Dreambox, il faut qu'il y ait déjà un RIS vague 2. Il est logique qu'on laisse 3 mois, puisque le RIS est censé arriver avant la Dreambox. Du coup, de la même façon, les dates de dépôt des demandes de solde pour la prestation principale sont espacées de 3 mois entre le RIS et la Dreambox. Donc, c'est le 22 septembre 2027 pour la demande de solde RIS, et puis 3 mois plus tard, donc en décembre 2027, pour la demande de solde Dreambox. J'en profite avant de laisser la parole à Magali pour la médecine de ville, pour vous rappeler donc qu'une demande Dreambox est acceptée à partir du moment où il y a eu une demande de financement RIS vague 2. Merci Nathalie. Alors pour le couloir médecine de ville, on va se projeter un peu loin déjà là. Donc mi-décembre 2026, fin des dépôts de demande d'avance. Quasiment 8 mois plus tard, donc date limite de réalisation des prestations principales. Et ensuite, en octobre 2027, date limite des dépôts de demande de solde. Alors, il y a une précision sur, vous savez que vous pouvez anticiper les bons de commande et la signature des bons de commande par vos clients, mais cette date de signature, cette signature qui peut être faite avant le référencement, il y a une contrainte pour que ce soit valide. Il faut que la date de signature du bon de commande ne soit pas antérieure à 120 jours avant le dossier complet de dépôt de preuve. Sinon, ce ne sera plus valide.
Voilà. Est-ce que tu veux préciser le petit encart en bas, Nathalie? Ou tu l'as Oui, fait alors c'est dans la lignée de ce que j'ai dit tout à l'heure. Mm. Donc, il y a une condition, beaucoup de conditions hein, pour que des demandes d'avance soient acceptées. Il y en a une en particulier pour la Dreambox. Une demande d'avance, elle va être acceptée avec la condition qu'il y ait eu une demande de financement RIS Vague 2. Voilà. Au cas où, si jamais une demande de financement Dreambox est déposée avant une demande de financement RIS Vague 2, la demande de financement Dreambox est mise en attente, en attendant qu'il y ait une demande de financement RIS Vague 2 qui soit déposée. Évidemment, si à la date où on peut plus, enfin, si on atteint cette date 4, qui est la date limite pour déposer des demandes d'avance, des demandes de financement RIS, si à cette date-là, il n'y a toujours pas de demande de financement RIS qui a été déposée, la demande de financement Dreambox pour ce même client, elle est annulée. Puisque ça veut dire qu'il n'y aura jamais de déploiement de RIS. Donc, Dreambox ne pouvant pas fonctionner sans le RIS Vague 2, la demande de financement Dreambox est annulée. Il y a une question, Nathalie, si tu veux, là, Oui. Alors, donc là, sur la gestion des demandes pour un plateau technique appartenant à une clinique avec un RIS utilisé par 2 cabinets. Est-ce que chaque cabinet fait sa demande? où est-ce que C'est dans questions et réponses. C'est dans questions-réponses, j'y vais. Et si la personne, si on peut ouvrir le micro de la personne pour qu'elle explique le cas. Alors, plateau technique appartenant à une clinique avec un RIS utilisé par 2 cabinets. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est une commande qui groupe plusieurs cabinets, plusieurs plateaux techniques, plusieurs clients. Vous pouvez tout à fait proposer à vos clients de passer une commande commune pour qu'un RIS soit utilisé par plusieurs clients, donc plusieurs plateaux techniques ou plusieurs cabinets. Je ne sais pas si c'est exactement le cas qui est dans la petite question. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas si on peut ouvrir les micros et laisser la parole à Christine Lecomte pour qu'elle nous précise sa demande. C'est technique, bon. Je vais essayer de le faire. Oui. On a une autre question qui est arrivée entre-temps. Ouais. Alors, la date à laquelle un dossier complet des preuves correspond au dossier de toutes les preuves, c'est le dépôt des preuves. Ouais. C'est-à-dire que les 120 jours, là, dont on vous a parlé tout à l'heure, s'appliquent à partir de la date de référence, c'est la date à laquelle vous avez déposé un dossier complet de référencement. Donc, ce n'est pas la date de validation des preuves par l'ANS, mais c'est la date de dépôt du dossier complet. Parce que c'est la seule chose que vous puissiez maîtriser. Donc, c'est la date de dépôt complet. Donc, quand vous avez une idée de la date à laquelle vous pourrez avoir déposé votre dossier complet, vous avez 120 jours avant pour passer des commandes. Faire signer des commandes, en réalité. Faire signer des commandes. Ensuite, la demande d'avance, elle sera déposée une fois que vous aurez le référencement. Alors, je vais essayer de débloquer les micros. En attendant, je vous laisse peut-être continuer. On peut, pour les participants, sachez que l'ensemble des questions que vous posez vont faire l'objet potentiellement de compléments de nos questions-réponses de FAQ qui seront accessibles à travers vos espaces authentifiés et le portail industriel. Donc, de toute façon, on développera ça si on voit que les questions sont vraiment d'intérêt pour la suite des événements. On n'hésitera pas à vous publier des réponses bien formalisées. Et pour Madame Lecomte, au besoin, le micro peut être activé. Je l'ai fait en parallèle. Donc, Très bien. voilà. Donc, n'hésitez pas si vous voulez. Si la réponse n'a pas répondu à votre question, n'hésitez pas à prendre la parole. Parce qu'elle a mis un complément à sa question, en question-réponse, si vous voulez, Nathalie.
Tu l'as vu, Nathalie, c'est merci pour la réponse. Je me questionnais par rapport au Oui. médecin porteur qui doit être unique. Alors, ce qui doit être unique, en effet, le médecin doit être unique, mais le numéro d'AM, c'était peut-être par rapport à ça, hein, le numéro d'AM qui ne doit figurer que dans une seule commande. Le numéro d'AM est en effet lié au médecin, mais le médecin va avoir autant de numéros d'AM que de lieux d'exercice. Donc, si le médecin exerce dans une clinique et puis également dans un cabinet libéral ou sur un plateau technique, il aura un numéro d'AM pour la clinique, un numéro d'AM pour le cabinet libéral, un numéro d'AM pour plateau technique. Donc, il aura plusieurs numéros d'AM, un par lieu d'exercice, et c'est le numéro d'AM qui ne doit pas se retrouver dans plusieurs commandes. Mais donc, ça veut dire que pour chacune de ces situations d'exercice, chacune de ces situations d'exercice pourra apparaître dans une commande, la même ou pas d'ailleurs, hein. On peut utiliser un RIS dans un cabinet et puis un autre RIS dans un autre cabinet. Donc c'est bien l'unicité porte bien sur le numéro d'AM, c'est-à-dire le lieu d'exercice du médecin et l'activité qui est liée à ce lieu d'exercice. Je ne sais pas si c'était très clair. Encore une fois. De toute façon, la personne n'arrive pas à activer le son. Moi, j'ai déjà eu ça. Ça arrive selon les ordis. Il y a des gens qui ne peuvent pas débloquer leur micro dans ce type de session Teams quand on débloque. C'est pour ça que l'idéal, c'est ces flux. Et en plus de ça, après, à la fin, on verra à nouveau comment reposer les questions à travers l'espace authentifié et le fait qu'on pourra publier aussi des questions-réponses dans la FAQ au besoin. Alors, ensuite, on peut poursuivre. Donc, parcours de financement via l'ASP. Donc là, c'est nos collègues de l'ASP qui vont prendre vraiment le volet opérationnel de la gestion de commande. Bonjour, donc moi c'est Katia, l'ASP, je suis chargée d'action et je suis accompagnée de Céline Vasse, qui est au pôle support. Au pôle support, oui. Donc, je reçois les demandes que vous envoyez par le formulaire de contact et que mes collègues en DR qui s'occupent de vos dossiers me transmettent lorsqu'il s'agit de problèmes plutôt techniques. Et puis, en fonction du problème, je transfère ça à nos équipes informatiques. Voilà. Je vais vous faire une petite présentation macro du parcours de financement à l'ASP. Donc, certains d'entre vous maîtrisent déjà via la vague 1, il y a quand même quelques petites subtilités. Avant de pouvoir faire une demande de financement, il faut impérativement passer par une demande d'enrôlement. Mais pour faire cette demande d'enrôlement, vous devrez au préalable faire votre référencement auprès de l'ANS. Une fois que vous aurez reçu de la part de l'ANS un certificat de référencement, vous ferez une validation auprès de l'ASP et c'est une fois qu'il y aura eu la validation que vous pourrez faire une demande de financement, avec comme prérequis le fait de nous fournir un bon de commande signé par le client final. À ce moment-là, nous pourrons vous attribuer les 40% de l'avance. En petite parenthèse, avant de faire une demande de solde, de financement du solde, il y a, on ne va pas trop développer aujourd'hui parce qu'on l'abordera surtout ultérieurement avec le solde, des PV pilotes qui du coup on va développer un petit peu plus tard, qui permettront justement de débloquer ce financement derrière. Il y a un nombre en fonction des couloirs que vous êtes. Il y a un calendrier, pareil, on va en parler plus tard, mais on vous invite à bien faire attention aux dates et à bien surveiller, bien anticiper. Ce n'est pas les mêmes dates pour tous les couloirs. Donc, il faut faire en fonction de ça. Est-ce que tu peux passer à la suivante, s'il te plaît, Maxime? C'est compliqué. Non, c'est bon. Le petit focus sur les PV pilotes. Donc, ces PV pilotes, c'est une nouveauté liée à la vague 2. Ils sont là pour confirmer la stabilité de la solution logicielle. Le fournisseur, donc les éditeurs, etc., devront justifier la réalisation complète et conforme parmi les premières prestations Ségur avant de pouvoir déposer une demande de version de solde. Donc, c'est parmi les premières prestations Ségur. Donc, ce ne sont pas forcément, par exemple, les 5 premières commandes MDV, ce sera parmi les premières. 5 PV pilotes devront être signés par les clients finaux.
Selon les couloirs, il y aura certaines spécificités. Par exemple, pour médecine de ville, vous pouvez voir en dessous en prérequis, nous aurons besoin de 5 PV pilotes, mais aussi les supports de formation. Pour imagerie, il y en aura 3, et pour RIS, pardon, il y en aura 3, et pour Dreambox, il n'y en aura pas. Donc, on ne va pas trop rentrer dans le détail, mais ces PV pilotes, ensuite, sur le portail de l'ASP, parce que tout se passe sur le site Segurnium, sur le portail Segurnium, vous les soumettrez, il y aura une validation de notre part, et une fois que ce sera validé, vous pourrez ensuite partir sur le parcours de solde. Mais comme je vous disais, on l'abordera vraiment sur un webinaire ultérieur. Pour zoomer un peu sur l'enrôlement. Donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait besoin de s'enrôler avant de pouvoir faire une demande de financement d'avance. Il y a ce qu'on appelle un enrôlement définitif, c'est-à-dire qu'auprès de l'ANS, vous avez fait votre demande de référencement, elle a été validée. Vous nous la transmettez à l'ASP, nous la validons et vous suivez le parcours classique. Mais il y a une subtilité. Si vous faites une demande de référencement auprès de l'ANS, mais qu'elle n'est pas encore validée, vous pouvez, sur le site Segurnium, faire une demande d'enrôlement anticipé, c'est-à-dire que vous aurez accès aux fonctionnalités du simulateur privé, au modèle de documents, enfin, vraiment pour anticiper les flux et éventuellement pallier toutes les non-conformités avant d'avoir votre référencement ANS. Et au moment où vous aurez votre certificat ANS, vous le transmettez sur le site de l'ASP, Segurnium, toujours. Et à ce moment-là, nous pourrons valider et vous pourrez quasiment directement ensuite faire votre demande de financement d'avance. Ça vous permet vraiment, vous, d'anticiper, de tester vraiment tous vos outils avant de pouvoir passer sur un enrôlement définitif. D'ailleurs, on vous invite à faire cet enrôlement anticipé. Effectivement, tous les documents, on va l'aborder un peu plus tard. Tous les documents, les modèles de documents, etc., sont disponibles sur le site de l'ASP. Vous aurez les liens à la fin des diapos. Enrôlement anticipé, enrôlement définitif, c'est ce qu'on a abordé. Donc à gauche, enrôlement anticipé, vous recevez le numéro de référencement ANS. Quand vous faites votre demande d'enrôlement anticipé, en bleu, ce sont les industriels, sur le site de Segurnium, l'état de la demande sera en cours. Ensuite, en rouge, à droite, c'est l'ASP. Donc, quand nous allons recevoir votre demande, nous allons la valider. Et lorsqu'elle sera validée, vous aurez une notification pour vous dire que la validation partielle est en attente de certificat. Donc, c'est-à-dire qu'à cette étape-là, votre enrôlement anticipé est fait. Et vous pourrez donc accéder au simulateur privé des JSON, donc un support qu'on va vous présenter un petit peu plus loin, et déposer des modèles de documents, pareil, on en parle un petit peu plus tard, où des gestionnaires vont vérifier et valider vos modèles de documents. Là, on est sur l'étape d'enrôlement anticipé, et pour aller sur l'enrôlement définitif, entre-temps ou dès le début, si vous souhaitez commencer directement par un enrôlement définitif, vous avez le certificat de l'attestation de référencement de l'ANS, vous nous la soumettez, nous la réceptionnons. Et dans ces cas-là, il y a sur le portail le petit libellé certificat à valider. Côté ASP, nous allons le vérifier. Si c'est OK, l'état de la demande passe à valider, vous en serez informé. Et dans ces cas-là, vous pourrez faire des demandes de financement. On a une question. On a une question pour les éditeurs éligibles à la prestation Ségur Vague 1 plus Ségur Vague 2. Faudra-t-il obtenir le numéro Ségur Vague 2 pour prétendre au financement Ségur Vague 1? En d'autres termes, pourrait-on recevoir le financement Ségur Vague 1 dès à présent? Fournir la totalité Ségur Vague 2 est-il une conclusion pour obtenir est-il une condition, pour obtenir la prestation Ségur Vague 1 dans ce contexte? Donc là peut-être, je vais rapidement rappeler, hein, c'est l'attribution d'un financement Ségur Vague 1 plus Vague 2 dépend du client et de savoir s'il a bénéficié ou pas auparavant d'une prestation Ségur Vague 1
que ce soit une prestation financée initialement par la vague 1 ou bien une prestation qu'il aurait financée à ses propres frais. Donc c'est ça le sujet. Maintenant, là, on est vraiment sur la vague 2 et donc il faut aller au terme du référencement du parcours vague 2 pour pouvoir bénéficier, pour faire en sorte qu'un client bénéficie potentiellement d'un financement Ségur vague 1 plus Ségur vague 2. Voilà, donc il faut vraiment aller au terme de ce référencement vague 2 complet pour avoir accès au financement, que ça soit le simple financement vague 2 ou le financement Ségur vague 1 plus vague 2. J'espère que la réponse convient à tout le monde. Là, Nathalie, Magali ou mes collègues de l'ASP, n'hésitez pas à compléter ou corriger au besoin. Merci Armand. C'est ça, oui. En fait, il n'y a plus de financement vague 1 seul. Donc, c'est le package vague 1 plus vague 2. Le financement vague 1 seul. Alors, juste une seconde. Je vais compléter là sur l'enrôlement définitif, donc celui qui va être validé une fois que vous avez transmis à l'ASP l'attestation de référencement que l'ANS vous a fournie. On parle également du certificat HDS, c'est-à-dire certificat d'hébergement des données de santé, ou d'une attestation sur l'honneur de non-hébergement des données de santé. Cette information, donc que vous soyez soit hébergeur ou non hébergeur, vous est demandée au moment où vous complétez en fait votre enrôlement pour le passer à définitif. Et également le numéro PSC, donc ProSanté Connect, vous ne nous le transmettez pas, c'est bien l'ANS qui nous le transmet en même temps que sa liste des numéros de référencement qu'ils ont validés. Et cette information apparaîtra automatiquement sur le portail lorsque vous irez compléter votre enrôlement anticipé. J'avais raté une question. On a une question concernant les potentiels doublons. On sait que c'est un sujet. Donc la question est la suivante. Lorsqu'un client signe 2 bons de commande auprès de 2 éditeurs différents, cela crée un doublon. On connaît le sujet, effectivement. Comment résoudre cette situation, étant donné qu'il ne revient pas à l'éditeur d'être impacté par les lieux d'exercice du client? Alors, autant qu'il me semble, en vague 1, donc déjà, nous, sur le portail ASP, on a un contrôle qui est effectué. Donc, si l'AM du client apparaît sur 2 demandes différentes, ça sera signalé. Nous avons une notification en rouge qui explique que cet AM existe déjà dans une autre demande. Nous avons l'information qui précise quelle est la demande et quel est le fournisseur concerné par cette deuxième demande, enfin par les 2 demandes. On les contacte pour leur signaler. Et c'est à eux de voir avec leurs clients, parce que le client, a priori, n'a pas de raison de signer 2 bons de commande différents auprès de 2 fournisseurs pour une exactement même prestation. Donc, d'aller voir, c'est à vous, fournisseur, de voir avec votre client quelle est la prestation qu'il va effectivement vouloir voir installée chez lui, enfin, à son bureau. Et là, après, vous revenez vers nous et il y aura une demande d'annulation de demande de la part du fournisseur dont le client aura dit, ben non, finalement, c'est l'autre que je souhaite faire installer, et confirmation de la part du fournisseur pour lequel le client aura dit, oui, vous nous installez la solution logicielle. Mais de notre côté, on vous signale la situation, mais on n'intervient pas dans vos relations prestataire-client. Et ça sera la même chose pour évidemment les établissements, puisqu'ils sont identifiés par le finesse géographique. Et là également, s'il y a 2 fois le même finesse géographique, nous alerterons les fournisseurs concernés. Merci beaucoup. Donc, c'est bon pour l'enrôlement. Donc, on a bien précisé, l'enrôlement anticipé, c'était une demande de vos collègues en vague 1 pour pouvoir tester leurs outils, JSON et bon de commande aujourd'hui, facture et VA demain. Et l'enrôlement définitif, c'est celui auquel vous aviez droit donc, en vague 1, c'est-à-dire que vous avez accès à l'espace de dépôt des demandes d'avance, enfin de demandes de paiement, d'aide. Là, c'est la diapo suivante.
Il y aura toujours un certain nombre de documents nécessaires à l'enrôlement, que ce soit anticipé ou définitif. Systématiquement, il nous faudra au moins la pièce d'identité, bien sûr en cours de validité, un RIB, forcément. Le certificat de référencement du logiciel, c'est ce qu'on abordait, donc soit dès le début, soit un petit peu plus tard si vous êtes sur un anticipé. Et selon certains SONS, l'attestation sur l'honneur de non-hébergement des données de santé ou le certificat d'hébergement des données de santé. Il y a aussi certains cas particuliers qui sont listés en dessous. Donc, je ne vais pas forcément tous les lire. Par contre, sachez qu'ils sont listés dedans. Si vous voulez modifier la dénomination sociale, si vous n'êtes pas soumis à la TVA, si vous êtes distributeur, si le mandataire est employé d'une structure tierce, si le représentant légal veut faire intervenir un mandataire pour la gestion de ses demandes, ou si le mandataire est employé de la structure. Dans ces cas particuliers, référez-vous à cette diapo. Il y a aussi des données complémentaires à nous fournir. Alors, j'ai une précision. À chaque fois, on parle de certificat de référencement donc, qui vous est fourni par l'ANS. C'est une erreur de langage. On est d'accord que vous recevez une attestation. Le document que vous nous envoyez, c'est l'attestation de référencement. On va corriger ça un peu partout également sur le portail. Et voilà, il s'agit de l'attestation de référencement. Ne cherchez pas un certificat avec ce terme-là, puisqu'il n'existe pas. C'est bon C'est pour bon. moi, Maxime. Eh bien, merci, bonjour à toutes et à tous. Du coup, je vais prendre le relais pour vous faire une démonstration du portail pour réaliser un enrôlement. Alors, je vous pique le partage d'écran. Hop. Et normalement, si tout va bien, vous devez voir le portail du Ségur numérique. Alors, sachant que là, moi, je suis sur l'environnement de test qui nous sert côté ASP. Donc, vous allez voir le mécanisme qui est le même que celui auquel vous aurez le droit sur le vrai portail. Voilà, mais moi, je le fais sur l'environnement de test, histoire de ne pas polluer la base de données avec notre jeu de données. Vous voyez bien l'écran? Allez, super. Donc, quand vous êtes sur le site, soit vous avez déjà un compte, soit vous n'en avez pas, et vous pouvez dans ce cas-là effectuer votre demande d'enrôlement. Je clique sur le lien. La première étape, ça va être de renseigner donc un numéro de référencement ANS suite à vos démarches, histoire de pouvoir retrouver votre dossier. Alors, j'en prends un qu'on a créé pour l'occasion. Hop là, voilà, donc je l'ai chargé récemment. Il remonte du coup les informations du logiciel, la version, le couloir concerné. Donc là, on sera sur de l'imagerie. Alors effectivement, il va nous demander le certificat de référencement. Et comme l'a précisé Céline, c'est effectivement l'attestation. Alors je vais préparer, on m'a fourni un ensemble de jeux de données. J'ai pris le temps de le renommer attestation, histoire de correspondre à ce que tu nous précisais, Céline. Je peux le charger. Alors effectivement, c'est du document factice, donc je ne vais pas prendre le temps de les ouvrir pour vous les montrer, vous n'en tirerez pas grand-chose. On arrive à la question concernant l'hébergement des données de santé. Dans le cas présent, je confirme que j'héberge des données de santé. Je viens déposer mon certificat, hop, lui aussi factice. Ça me permet de passer à l'étape suivante de l'enrôlement. Alors, le numéro de SIRET, tac, 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 je l'avais noté ici. Dans mes jeux de données spécifiques. Un captcha pour vérifier mon intervention. Voilà. Hop, on va se connecter directement à la base de données qui permet de remonter les différentes infos. Bon, là, dans le cas fictif, j'ai pris le numéro SIRET d'une municipalité. Il va me manquer le type de voie. On va dire que c'est une allée. On est au Taillan-Médoc, c'est mon côté bordelais. Je confirme être le représentant légal. On va mettre un nom factice. Ce sera démonstration. En prénom, pas d'originalité, je vais mettre Hugo. En email, ce sera hugo.demo@mail.fr. Alors évidemment, si j'avais mis un mail qui fonctionne bien,
Ça permet ensuite de recevoir l'ensemble des communications dans le cadre de l'enrôlement et des démarches. En numéro de téléphone, hop, j'en mets un au hasard. Je viens déposer ma pièce d'identité. Normalement, l'ensemble des champs sont complétés. Je dois pouvoir passer à l'étape suivante. Évidemment, s'il manque des éléments et des informations, la page mouline et me renvoie vers le champ manquant pour que je puisse venir corriger ce qui a été saisi, si jamais il manque des éléments. Alors, il me faut un IBAN, j'en avais préparé un. Hop, un IBAN de test. Ainsi qu'un IBAN, oh, avec un peu de chance. Oui, il l'a gardé. Mon titulaire, ce sera des bons NS. Je viens déposer le RIB normalement qui se rattache à mon IBAN avec les différentes informations. Je peux passer à l'étape suivante. On va me demander du coup de saisir mon assujettissement ou non à la TVA. Dans le cas présent, on va dire que oui. Si je mets non, évidemment, on va me demander une attestation de non-assujettissement. J'arrive sur le récapitulatif, donc on retrouve bien le numéro unique de référencement ANS, le nom du logiciel, la version du logiciel et le couloir, donc ils sont remontés automatiquement via la communication avec la base de données de l'ANS et ce qu'on a enregistré du coup comme information. J'ai bien déposé mon attestation de référencement, mon certificat d'hébergeur de données, je retrouve les informations concernant la personne morale. Hop, hop, hop. Les informations concernant le demandeur qui crée du coup le compte lors de l'enrôlement. On a bien la pièce jointe pour l'identité. On retrouve bien les coordonnées bancaires. Hop, hop, hop. Le régime TVA. On me demande de ressaisir un CAPTCHA. Hop, je confirme que j'ai bien lu et que j'accepte les CGU. Je suis informé des différentes dispositions pour la création de ce compte en cas de faux. L'ensemble des éléments saisis sont sincères et véritables. Je termine. Et non, évidemment, prise. Voilà. Voilà, donc j'ai mon numéro de demande, enrôlement 0739 M0. Si j'avais eu évidemment un mail réel dans ma demande, j'aurais du coup récapitulatif du dossier avec de quoi revenir joindre et éventuellement des pièces complémentaires ou autres. Bon, là, c'était pas le but de cette démonstration-là. Mais voilà, mon enrôlement en tout cas a été déposé. Maintenant, il pourra être instruit par les gestionnaires. Et s'il n'y a pas de questions, je vous rends la main pour la suite du support. Ok, je vais préciser quelque chose. Donc, la démonstration de Hugo montre un enrôlement initial et complet. Comme on vous a dit, l'ANS nous transmet les numéros de référencement régulièrement, en fait, toutes les semaines, et nous transmet l'état d'avancement du référencement. Et là, dans le cas d'Hugo, on a pu déposer l'attestation de référencement parce que l'ANS nous a indiqué que ce référencement est donc validé complètement. Si on avait eu juste connaissance du numéro de référencement, mais que l'attestation n'était toujours pas éditée, cette étape de dépôt de l'attestation, évidemment, n'aurait pas été là. Et on n'aurait pas non plus eu la question sur les hébergements, la situation vis-à-vis de l'hébergement des données de santé. Ça aurait été un enrôlement anticipé. Pour le reste, il y a encore une étape. À un moment, il a dit que la personne qui saisit la demande d'enrôlement est bien le représentant légal du fournisseur de la structure, mais ça peut être un dépositaire. Et dans ce cas-là, en plus des informations portant sur le représentant légal, il aurait rempli les informations portant sur le dépositaire, donc probablement lui-même en question, et donner les documents justificatifs comme la carte, une pièce d'identité en état de validité adéquate. Et sinon, ce sont les deux différences principales, en fait, entre un enrôlement initial complet et un enrôlement initial anticipé.
Et également, l'autre point, donc on était bien sur un enrôlement initial, ça veut dire que vous n'avez jamais eu de compte Ségur auprès de l'ASP en vague 1 ni en vague 2. Si c'est le cas, en vague 1 et ou en vague 2, tout enrôlement complémentaire est effectivement un enrôlement complémentaire et c'est à partir de votre écran, une fois que vous êtes connecté sur le portail, que vous pourrez aller demander à créer un enrôlement complémentaire. Et donc, une grande partie des données que vous avez déjà remplies ne sont pas redemandées, comme par exemple les coordonnées bancaires. On part du principe que ce sont les mêmes que précédemment. Sinon, vous avez l'opportunité de nous notifier de ces changements et vous vous faites enrôler de façon anticipée ou définitive en enrôlement complémentaire. Et le principe est exactement le même. Et de toute façon, pour vous qui avez des enrôlements complémentaires, vous connaissez déjà. Voilà. Merci Maxime. Donc, on les a déjà pas mal abordés, les nouveautés de la vague 2. Donc, le dépôt de modèles de documents que vous pouvez avoir accès avec l'enrôlement anticipé et pas que. Vous pourrez soumettre les modèles de documents. Derrière, les gestionnaires en région vont vérifier de manière manuelle s'il y a bien toutes les données obligatoires, si c'est lisible, etc. Je fais une petite parenthèse sur la lisibilité, je vais en reparler après. Lorsque vous écrivez de manière manuscrite, vérifiez bien les scans, les compressions de fichiers, etc. Regardez bien avant de l'envoyer. C'est des fois un peu compliqué de deviner un peu les lettres. Le fait d'utiliser ce dépôt de modèle de documents permettra de limiter le risque de non-conformité et de bénéficier d'un parcours plus fluide après. C'est-à-dire qu'on va évacuer toutes les erreurs au début et après, comme ça, on pourra les répéter de manière juste. À droite, il y a ce qu'on appelle le simulateur privé JSON. Un JSON, c'est une extension de fichier qui est à remplir et qui est soumis dans le portail SegurNum que vous chargerez. Il y a donc un simulateur qui permet, pareil, de filtrer les erreurs en termes de structure, en termes de données, en termes de saisie, etc. Donc, on va en parler un petit peu plus loin. Pareil, ça permet de limiter le nombre d'erreurs et que ensuite le parcours soit plus fluide par la suite. Je ne sais pas si vous Non, avez c'est quelque chose. bon. Non, c'est bon. Tu peux passer à la suite, Maxime. Le processus de gestion des modèles de documents. Donc, dans le portail SegurNum, dans l'onglet Demande de financement, il y a Importer mes modèles de pièces justificatives. C'est ici que vous pourrez charger les bons de commande, les factures, les VA. Côté ASP, on va instruire ce modèle, on va vérifier si c'est OK ou pas. Que ce soit bon ou pas bon, vous recevrez une notification et vous saurez ce qu'il en est. Si ce n'est pas bon, il conviendra de le modifier et de le recharger et on reprend le circuit de validation. Ces modèles de documents, vous aurez les liens ensuite. Sur le site de l'ASP sont disponibles tous les modèles de documents en fonction des couloirs. Tu peux passer à la suite, Maxime. Ici, en exemple, on vous montre un bon de commande. Donc à droite, il est en format paysage, mais en fonction des couloirs, il peut être aussi en format portrait, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les données qui sont en bleu dedans sont obligatoires. C'est-à-dire que si vous n'utilisez pas ce modèle de document, ça peut être possible. Veillez bien à ce que toutes les données en bleu soient répétées. Sinon, ça consomme du temps et à vous et à l'ASP au moment des contrôles. Je refais un petit rappel sur la lisibilité des documents, si c'est en manuscrit. Les cases peuvent être petites, à voir, vous pouvez peut-être le mettre en dessous, etc. L'idée, c'est que aussi, au moment où les fichiers sont compressés, etc., on puisse bien les lire. Il y a des petites subtilités sur les bons de commande. Il y a des règles de nommage sur votre fichier, donc que vous devrez mettre en PDF, si je ne dis pas de bêtises. Il faudra qu'il soit nommé, qui respecte la règle de nommage qui est précisée dans les documents techniques du JSON.
Donc faites bien attention. De mémoire, je ne peux pas vous dire, mais il y a un ordre pour dire couloir, le nom du fichier, etc., etc. Donc dans les documents techniques du JSON que vous trouverez sur le portail de l'ASP. Si jamais il venait à avoir une coquille, une erreur dans les fichiers que vous avez que vous avez soumis et que vous voulez les recharger ensuite, attention, il faudra renommer le fichier zip. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du fichier zip, ne touchez à rien, les noms doivent rester corrects, mais le nom du zip, lui, doit être nommé. Vous mettez un -2 ou quelque chose comme ça. Dans le portail, les noms sont gardés en mémoire et ça peut rentrer en conflit si vous ne renommez pas le fichier zip, pas le contenu, le fichier zip. C'est ce que je vous disais, donc la dernière petite puce à retenir. Si vous n'utilisez pas le modèle qui est mis sur le site de l'ASP, attention, vérifiez bien que toutes les mentions en bleu soient présentes. Ce sera impératif pour la suite. Voilà. Donc sur la diapo, le lien n'est peut-être pas forcément cliquable tout de suite, mais sur le support PDF que vous recevrez, vous aurez le lien de le petit raccourci que vous voyez en bas à gauche. Un petit zoom sur la dernière page du coup de ce bon de commande-là. Dans le cas où vous avez plusieurs clients, là vous voyez, il y a un petit tableau client numéro 1. C'est cet encart-là qu'il faudra répéter autant de fois que nécessaire, autant de fois que vous avez de clients. Voilà, c'est précisé en en-tête, à dupliquer pour chaque client concerné par cette commande. Donc pensez bien à dupliquer, vous n'aurez pas besoin de faire autant de bons de commande qu'il y a de clients. En tout cas pour ce bon de commande-là. De mémoire, je crois que c'était RIS. Mais... C'est bien l'encart complet, hein, pas simplement le petit tableau en dessous, nom de structure sirène. Vous avez tout jusqu'à la partie signature du représentant légal. Donc cet encart, vous le, vous le dupliquez pour correspondre en fait au JSON que vous allez déposer et qui est en accord avec votre commande. On peut passer sur les JSON, il me semble. Ah, du coup, Hugo prend la main pour vous faire une petite démo en photo. C'est ça, je vous reprends la main rapidement pour vous démontrer le chemin d'accès pour déposer vos demandes du coup de modèles. Donc là, je me suis connecté en tant que fournisseur. J'en profite, je fais une petite digression par rapport à ce que disait Céline tout à l'heure. Évidemment, comme on est déjà enrôlé, si on veut faire une demande d'enrôlement complémentaire, vous trouvez le lien ici dans le sous-menu enrôlement. Alors, pour déposer un modèle de document, en revanche, ça va se passer dans demande de financement. Vous avez la possibilité d'aller sur importer mes modèles de pièces justificatives. Hop, une fois que ça s'affiche, vous allez avoir le choix donc, du type de fichier que vous voulez déposer. Alors là, je suis sur un fournisseur qui est sur le couloir imagerie. Donc je vais avoir la VA imagerie, le bon de commande et la facture. Et là, pour l'exemple, on va dire que je dépose un modèle de bon de commande imagerie. Je vais aller chercher mon modèle. Voilà, celui-ci par exemple. Tac, tac, tac. Je fais mon import, ça mouline. Il l'a bien pris, on est au bon format, etc. La taille correspond et je peux valider mon import qui sera ensuite du coup passé entre les mains des gestionnaires pour validation. Voilà. Et je vous rends le partage. Le retour de la validation du document se fera par mail. En fait, vous aurez l'information conforme ou non conforme avec le commentaire du gestionnaire par mail. J'ai vu qu'il y avait un petit mais. On ne peut pas importer le modèle de document, il y a un modèle, mais tant qu'on va... Oui, on a remarqué ça. C'est en cours de correction. Effectivement, lorsque vous êtes en validation partielle de votre enrôlement, vous devez avoir accès à cet espace de dépôt des modèles de documents. Donc, c'est en cours de correction. On est dessus. Bien. Merci Hugo. Le processus du simulateur privé. Le simulateur privé, ça concerne les fichiers JSON, extension JSON. Donc, toujours sur le portail Segurnum. Vous allez importer, remplir
le JSON, le modèle, vous le trouverez sur les sites de l'ASP. Vous allez le remplir et vous allez l'importer dans le portail. Il y aura une première phase de contrôle sur la structure. Là, si c'est KO, donc si ça ne convient pas, vous aurez directement le résultat pour vous dire que le JSON est invalide, il faut le modifier avant de le recharger. Si c'est OK, de manière transparente, il y a un second contrôle qui vient derrière sur là, le contenu. Ce sera plutôt des contrôles techniques, c'est-à-dire les caractères spéciaux, si les blocs sont bien respectés, si les champs attendus avec un certain nombre de caractères correspondent, s'il n'y a pas des caractères spéciaux, etc. Donc pareil, vous aurez si ce n'est pas bon, vous aurez tout de suite l'information, mais à cette étape-là, vous aurez un fichier JSON de retour où tout en bas, dans le bloc libellé de traitement, vous aurez le détail de ce qui ne va pas. Et donc là, vous pourrez le modifier, le réimporter, et jusqu'à temps que ce soit validé de notre côté. La diapo d'après, il y a des exemples de JSON pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble pour les nouveaux. Alors, je prends la main. Donc, la structure d'un JSON, en fait, est tout le temps la même. Elle est toujours la même. On a l'information de la demande en premier bloc, puis l'information sur le fournisseur et enfin les informations sur les clients. Puis, le scénario d'installation. Voilà. Donc, ce qui va changer d'un couloir à l'autre ou d'un sens à l'autre, ça va être les balises donc, à renseigner dans chacun des blocs, que ce soit le client, le scénario d'installation. Donc, c'est ce qu'on a voulu vous montrer. Et par rapport à la vague 1, on a une information nouvelle qu'il faut saisir, c'est votre situation vis-à-vis des aides de minimis. Donc, soit vous en recevez et effectivement vous saisissez les montants, soit vous n'en avez pas reçu. Et dans ce cas-là, il ne faut surtout pas supprimer les blocs qui ne sont pas à remplir, puisque dans ce cas, vous avez répondu faux à l'aide de mini, mais vous mettez bien un encart avec les 2 crochets, rien dedans. Si vous supprimez le bloc, ça sera En erreur. voilà, un motif de rejet du JSON lors de la simulation. Ensuite, lorsqu'on a, vous voyez qu'il y a des balises qui sont à remplir et que vous ne voulez pas les remplir, il ne faut pas les supprimer. Il faut laisser à nul. Sinon, là encore, la structure du JSON ne sera pas reconnue lors de la simulation et il sera rejeté. Et puis ensuite, donc comme en vague 1, sur un JSON, vous pouvez déposer plusieurs demandes. Donc, une demande, c'est ce qu'on appelle la ligne 1, ligne 2, ligne 3. Donc, chaque ligne reprend toutes les informations. Donc, demande client, excusez-moi, je me perds, c'est un peu petit, et scénario d'installation pour chacun des clients que vous allez déclarer. Chacune de ces lignes correspond à une demande. Donc, une demande va faire l'objet d'un dossier spécifique qui aura une demande d'avance et une demande de solde, mais portée sur un seul JSON pour éviter de vous faire renouveler cette opération de dépôt des JSON, dépôt des pièces justificatives. Ce sera en une seule fois et non pas en X fois. Ensuite, un autre point qu'on a pu remarquer lors des essais précédents en vague 1, c'est que parfois, vous avez l'habitude de travailler en anglais, nous c'est plutôt en français ou inversement, donc vérifiez quand vous répondez true, ce n'est pas vrai qui doit être indiqué ou inversement. Vérifiez aussi dans les balises à bien respecter les caractères qui sont indiqués, comme par exemple, parfois il y a un S auquel on ne s'attend pas, ça peut être au singulier, il ne faut pas oublier le S, sinon la balise n'est pas reconnue. Donc c'est ce genre de détails que la simulation du portail va vous permettre d'identifier. Et après, vous pouvez aussi vous rapprocher de vos équipes techniques, car il existe des logiciels qui, lorsqu'on ouvre le JSON avec, mettent en évidence en rouge les erreurs structurelles. Par exemple, j'ai reçu de la part de quelqu'un d'entre vous un JSON sur lequel il manque les virgules en fin de ligne. Ça, c'est une erreur structurelle et le logiciel les montre. Donc, ça peut être déjà
Ça permet de répondre, enfin de corriger rapidement sans avoir besoin de tester. Donc voilà pour nous. Diapositive suivante. Hop, et je reprends encore la main du coup pour vous faire une démonstration de dépôt d'une demande. Alors on a un peu le temps, donc je vais faire les deux. On va commencer par en faire une première. Donc je suis toujours connecté en tant que fournisseur. Je vais sur l'onglet importation JSON. Je vais du coup aller sur importer des demandes. Tac, 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 tac. Alors là, ça va être du RIS. Donc je prends celui-ci. J'ai envie de déposer pour une avance. On va dire que la TVA sur cette demande-là, elle est à 20%. Je vais aller chercher mon fichier. Hop, JSON. Je l'importe. Je simule pour vérifier que tout est bon. Voilà, la simulation de l'import s'est correctement déroulée. On en fera une qui ne marche pas après, histoire de vous montrer un peu comment ça se passe sur le fichier de retour. Je lance l'import. Voilà, j'ai le compte-rendu de l'import. Bon, c'était un tout petit JSON, hein. J'avais juste une ligne unique, donc pas grand-chose dedans. Je passe à l'étape suivante. Et je vais venir joindre du coup le fichier zip qui va avec. Mince, j'étais dessus. Voilà, donc c'est mon bon de commande qui va bien. En cas de doute, j'ai document attendu qui me permet de savoir ce qu'on attend comme document avec le bon libellé. Hop. C'est bien ce que j'ai déposé. Je lance l'import. Il a bien été pris. Le statut est à OK. Je peux valider le dépôt de la demande. Si j'en avais eu un qui ne marche pas parce que il y a une erreur dans le JSON, on va faire le cas suivant. On a un peu de temps. Hop, Juste oui, vas-y. petite précision, attention, là, Hugo est allé jusqu'au dépôt de la vente. Mais oui, c'est vrai. Oh non, excusez-moi, c'est moi qui On est suis sur pas- l'avance, oui. Oui, oui. Non, pas de souci. Je me Pas de suis souci, arrêtée vous au inquiétez pas. simulateur. Mais si vous êtes à l'étape simulation, c'est uniquement le premier clic, en fait, avant d'aller jusqu'au bout. Il n'y aura pas étape suivante. Il y aura juste simuler et vous aurez votre résultat. Bah, si tu veux, je vais le faire sur le Après, simulateur, comme ça ce sera fait. Voilà, hop. Je me mets dessus. Donc là, je suis passé sur la fenêtre de simulation. Donc l'écran se présente quasiment de la même façon, sauf qu'effectivement, vous n'avez pas la démarche suivante. Donc, je ressaisis mon numéro ANS, je suis toujours sur de l'avance, j'ai la TVA. Et ce coup-ci, je vais aller prendre mon jeu de données que je sais être KO. Je lance la simulation. Je vais avoir mon message d'erreur. Une ou plusieurs erreurs ont été retournées dans la simulation de l'import. Je peux télécharger le fichier JSON de sortie. Je vais l'ouvrir et quand je descends tout en bas, hop, j'ai l'information sur l'erreur en question dans mon document. Donc c'est le champ sirène client qui doit suivre l'algorithme de Lune. Effectivement, j'avais mis un sirène au hasard, donc très peu de chances qu'il respecte les conditions attendues. Si j'avais eu d'autres anomalies, bah, le fichier JSON m'aurait informé en fait des anomalies en question pour permettre de faciliter la correction de celui-ci et pouvoir le redéposer ensuite sous une forme correcte. Voilà. Et je vous rends le partage. la diapo suivante. On peut passer à la suite. Alors là, juste avant de faire les démonstrations, pour vous aider dans tout le parcours donc, de demande de financement, vous avez différents outils. Bon, le premier, évidemment, c'est le besoin d'aide où vous pourrez accéder à la FAQ et au formulaire de contact pour contacter nos gestionnaires ou le pôle support. Le champ mon compte qui vous permet de regarder en fait les données qui concernent le RIB et les personnes physiques que vous avez déclarées lors de l'enrôlement. Et enfin, un export, cet export qui vous permet d'avoir accès à toutes les demandes que vous avez déposées ainsi que les bénéficiaires que vous avez déclarés. Avec une particularité, l'export des bénéficiaires ne reprend que ceux qui
sont utilisés à la date de l'export. Si vous avez des demandes qui ont été refusées pour une raison X ou Y, parce que vous êtes trompé, par exemple, et votre bénéficiaire n'est plus un de votre client, même du moment que cette demande a été refusée, le client est effectivement retiré de la liste des bénéficiaires que vous utilisez. Donc, vous ne vous étonnez pas d'avoir une différence entre l'export des demandes qui, cet export reprend toutes les demandes, quel que soit leur statut, et dans lequel vous voyez aussi les bénéficiaires, et l'export des bénéficiaires seuls, qui ne reprennent que les bénéficiaires valides à l'instant T. Maintenant, on peut faire une démonstration. Et du coup, je reprends une dernière fois le partage. Donc je suis toujours connecté en tant que fournisseur et concernant donc les sujets qu'on a pu voir juste là, ben, vous aurez en fait tous ces éléments-là sur les sous-menus que vous avez ici. Donc comme disait Céline, pour tout ce qui va être besoin de contact auprès de l'assistance ou consultation des questions fréquentes, vous les avez sur ce dernier menu-là. Pour les exports, vous pouvez donc sortir vos demandes de financement ou de bénéficiaires. J'en ai téléchargé quelques-unes pour vous montrer. Sur un compte où on en avait déjà pas mal en base de test. Donc voilà, vous obtiendrez un CSV avec l'ensemble des saisies qui ont pu être faites et qui sont passées. Donc voilà, ça vous permet après de les traiter sous Excel. Et pour la partie demande, voilà, même principe, vous avez les références, vous avez la typologie, statut, etc. Comme ça, vous avez le détail, notamment montant déclaré, montant payé, etc. Ça vous permet après de les retravailler si besoin sous Excel. Pour ce qui est de la partie Mon compte, ça va vous permettre donc de faire la gestion de vos coordonnées bancaires. Donc vous pouvez corriger, ajouter des coordonnées et ça reprendra le mécanisme qu'on a vu tout à l'heure sur l'enrôlement, donc à savoir saisie de l'IBAN, du BIC, du nom du représentant et dépôt du RIB associé pour pouvoir être instruit derrière. Et pour la gestion des coordonnées des personnes physiques, voilà, vous avez du coup accès à ce qui a été saisi lors de la création, lors de l'enrôlement. Donc là, bon, bah, c'était Pierre Gasly, petite référence. Et en cas de changement, évidemment, on vous demandera les pièces d'identité et ou documents bah, nécessaires à l'instruction de la modification que vous avez demandé. Donc voilà, vous descendez en bas. Vous avez du coup le choix de la pièce que vous souhaitez déposer pour compléter votre demande. Vous rajoutez le fichier. Et évidemment, une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez valider les informations pour qu'elles soient instruites derrière par les gestionnaires. Voilà. S'il n'y a pas de questions, moi, je vous rends la main pour poursuivre et terminer le support. On a deux questions. Une question concernant dans la présentation de la prestation, des éléments de la prestation principale, il est indiqué qu'il faut avoir fait le suivi. Hop là, pardon, pardon. Il faut avoir fait le suivi de l'ensemble du projet d'installation. Et donc la question est la suivante. Dans la prestation principale, il est question de suivi de l'ensemble du projet d'installation. Que devons-nous fournir? Donc, y a-t-il un document, une attestation à fournir? Je pense que c'est une question pour l'ASP, puisque c'est dans la conformité là qu'il faut aller. Est-ce que vous attendez un document concernant... Ça va être au solde, autant qu'il me semble. C'est pour pouvoir prétendre au versement du solde. Effectivement, il va y avoir des documents. Je suppose que ça correspond à la VA. Ça veut dire quoi, VA? Je me souviens. Vérification d'aptitude. Ah oui, vérification. Mais, Côté médecine de ville, de pour moi, il n'y a pas un livrable associé à ça. C'est dans la prestation, c'est un peu évident que l'éditeur y suit son projet, mais dans la vérification d'aptitude, on n'a pas mis de choses relatives à ça. Ouais. Ensuite, on a une question concernant le guide administrateur. Donc, sur la prestation principale, il est aussi question d'un guide administrateur. Ce support est-il toujours d'actualité? J'ai essayé de répondre, enfin, en tout cas pour la partie médecine de ville, Oui. sinon je ne sais pas. Effectivement, dans la F, il est dit il faut donner les guides nécessaires, guide utilisateur, guide admin, éventuellement. Donc, c'est précisé éventuellement, et c'est à vous de juger si ça fait sens ou pas. Sans doute fournir un guide administrateur à un généraliste tout seul dans son cabinet, je pense que ça n'a pas de sens. Donc, il y a des cas où vous n'en aurez pas.
Merci beaucoup, Magali. Merci. On peut passer à la suite. Tout ce Donc qui là, on est va vous présenter, c'est un slide, ce qu'on appelle un slide outil, hein. Donc, vous avez un certain nombre de liens qui sont sur ce slide, tant pour la partie anticiper les demandes, hein, donc avant le dépôt de la demande d'enrôlement, avant le dépôt de la demande d'avance, l'accès aux éléments du site de l'ANS, ensuite la documentation pour le support, enfin voilà, des documents auxquels vous pouvez vous référer, voilà, et puis la FAQ. Voilà, donc c'est vraiment un slide que vous pourrez utiliser en cliquant sur les liens. On peut passer au Je me suivant. permets de compléter, Oui, pardon, je oui. me permets de compléter sur le formulaire de contact que vous trouvez sur le site Segurnum, qui permet d'entrer en contact avec les gestionnaires et les pôles support. Enfin, si vous avez des questions, l'ANS n'aura peut-être pas forcément les réponses. Il s'agit du parcours de financement, etc. C'est possible, mais peut-être que nous pourrons vous répondre via le formulaire de contact que vous trouverez sur le site. Et pour les documents, on va en parler ouais, juste après, tous ceux qui sont à disposition sur le site de l'ASP. Tous les modèles et les guides. Voilà. Là, c'est une page, c'est la capture de la page Vague 2 Ségur sur le site de l'ASP. Elle a cette structure-là. À droite, les documents utiles, donc tous les guides utilisateurs, etc. Tout en bas, encadré. Par exemple, on a encadré le couloir hôpital, mais il y a aussi tous les autres couloirs. Et là, vous trouverez les documents, les modèles, etc., qui sont relatifs au couloir. Et vous trouverez aussi la FAQ sur cette page-là, c'est ça? Non, autant qu'il me semble, on n'a pas de lien à partir de cette page-là pour la FAQ, c'est plutôt sur le portail, hein, Pardon. sur l'écran de connexion et sur tous les écrans une fois que vous êtes connecté. Vous avez le lien qui mène à la FAQ. Voilà. Donc, tous les modèles de documents, les guides utilisateurs, vous les trouverez sur le site de l'ASP. Après, tout le reste se passe sur le portail Segurnum. C'est vrai qu'on pourrait le trouver. Alors, là, je vous invite vraiment, c'est à utiliser, si vous n'avez pas ouvert votre espace authentifié ou pas renseigné votre compte et votre profil au sein de l'espace authentifié de votre entreprise, cliquez, enfin, scannez ce QR code et faites-le. Vous aurez accès à l'ensemble du calendrier des événements concernant vos couloirs et vos dispositifs, donc notamment imagerie et médecine de ville, hein, pour le cas présent. Vous pourrez faire aussi vos demandes à travers les formulaires qui atterriront sur notre niveau 1 de support et qui permet ensuite de solliciter nos experts. Et puis, vous avez bien entendu accès à la FAQ qui vous concerne et avoir vos notifications selon vos dispositifs et couloirs renseignés dans votre profil. Voilà, donc vraiment scanner ce QR code, je crois que c'est le point le plus important de ce slide. Donc, vous avez un portail industriel, les liens fonctionnent sur le support que vous recevrez suite à ce webinaire, hein. La FAQ, les webinaires et Ask Me Anything, donc ça c'est le calendrier, donc vous pourrez à partir du calendrier vous inscrire ou avoir accès au replay et au support des sessions passées. L'accès à toute la documentation, hein, donc voilà, vraiment utiliser ces liens et puis vraiment renseigner vos profils, c'est important de manière à... L'idée des espaces authentifiés, c'est vraiment qu'on soit en échange avec vous de façon ciblée par rapport à vos profils, justement. Le portail industriel, c'est l'information qui est disponible pour tous. L'espace authentifié, c'est vraiment la communication avec chacun, en plus avec confidentialité, bien entendu, dès lors que vous nous envoyez des demandes. On peut passer au suivant. Est-ce qu'il y a de nouvelles questions? Je n'en vois pas. Donc, à moins que vous en ayez, on attend 2 secondes.
On est dans les temps, donc c'est formidable. Bon, écoutez, on va vous présenter là un lien vers un questionnaire d'évaluation. Voilà, donc vraiment, je sais que souvent c'est une tâche en plus pour vous, mais si vous pouviez nous renseigner ce webinaire d'évaluation, c'est assez important pour le pilotage général de nos activités. Donc faites-le, on sera très attentif aux éléments que vous nous remontriez via ce questionnaire. Et puis utilisez donc la FAQ et les formulaires de demande. N'hésitez pas à formuler là des questions que vous pensez être soit spécifiques, ça c'est une chose, soit qui seraient intéressantes pour tout le monde. Voilà. On met le lien dans la conversation. Je reprends. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup pour votre participation. Nous sommes à votre service, hein, donc voilà. N'hésitez pas à utiliser les éléments qu'on vous a communiqués. Et puis, rendez-vous aux sessions futures concernant vos couloirs. Très bonne journée. Bonne journée, merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, merci. Bonne journée, merci.